Bonjour, vous pouvez vous asseoir et ranger vos téléphones. Donc aujourd'hui nous allons parler du langage, qui est l'un des chapitres de la question de la culture. Alors, la question que l'on va se poser, c'est la place du langage dans la culture. En quoi est-il si important? La première chose à voir, c'est que le langage est ce qui nous permet de nous représenter le réel. Donc, ce qui nous ramène à globalement à notre question sur la culture, puisque la culture, c'est une transformation du réel par le travail et par l'art, comme on l'a vu déjà. Donc, on va voir quel est le rôle par rapport à tout ça du langage. Alors, rappelons-nous que la culture, c'est la transformation de la nature en un monde humain, on pourrait dire. Résultat, cette transformation, quand il s'agit, et on avait aussi de travail, de sa transformation par le travail ou par la technique, eh bien, elle nous permet de satisfaire nos besoins. On peut parler là aussi de culture puisqu'il y a la création d'un monde humain. Mais vient aussi la question du beau, ce que nous avons vu avec l'art. Donc là aussi, la nature est transformée par l'artiste pour non plus arriver à une satisfaction de nos besoins, mais une satisfaction esthétique. Mais nous en avons déjà parlé et je n'y reviens pas. Donc deux types de transformation de la nature par la culture, pour la satisfaction de nos besoins, le travail, et pour la satisfaction de notre plaisir esthétique, ça c'est là l'art. À chaque fois, nous avons vu aussi, et en même temps, que le fait de transformer la nature met en jeu notre capacité à nous en libérer. La nature, c'est, pour la philosophie souvent, la plupart du temps, ce qui est contingent et ce qui nous détermine. Évidemment, il suffit de penser à ce que nous avions vu sur l'inné et l'acquis. Donc la culture nous permet de nous libérer de ces contraintes naturelles. Et si bien que l'on peut parler, chaque fois que l'on parle de culture, on peut parler de liberté. Et évidemment, quand on y pense, cette liberté, chaque fois, le langage intervient. Le langage technique ou langage des œuvres, nous le verrons plus dans le détail, mais chaque fois, le langage a un rôle prépondérant, si bien que l'on peut dire que le langage, eh bien, il a à voir à faire à la liberté. C'est la question plus générale que nous allons nous poser maintenant à propos du langage. En quoi le langage nous permet de nous libérer des contraintes naturelles et même, j'oserais dire, d'avoir une maîtrise de la nature et de ses contraintes. Voyons donc dans le détail ce que nous venons d'examiner. Qui dit langage dit culture, qui dit culture dit liberté, et qui dit culture dit humanité. Le langage, effectivement, il est commun de considérer qu'il est le propre de l'homme. Alors, il est le propre de l'homme, on pense que, ne serait-ce que pour des raisons physiologiques, et cette fois-ci naturelles, la physiologie des hommes leur a permis tout simplement de prononcer le langage tel que nous le faisons aujourd'hui, depuis l'Homo sapiens, si bien qu'on peut penser, même si, bien entendu, le langage n'a pas laissé de traces, que le langage a commencé à l'apparition de l'Homo sapiens, avec l'Homo sapiens, si bien que on voit bien que le langage, c'est quelque chose qui est véritablement co-extensif, qui va avec la définition de l'homme. Sans langage, on peut penser qu'il n'y aurait pas véritablement d'humanité. Et d'ailleurs, c'est ce que nous explique Aristote quand il nous dit « Seul entre les vivants, l'homme a un langage ». Donc c'est le propre de l'homme d'avoir un langage. Et nous allons voir que Descartes, de la même manière,
nous explique: c'est une chose bien remarquable, résumé Descartes, qu'il n'y a point d'homme si hébété et si stupide, sans en accepter même les insensés, qui ne soit capable d'arranger ensemble diverses paroles et d'en composer un discours par lequel ils fassent entendre leurs pensées. Donc on voit bien que selon Descartes, le langage c'est quelque chose qui est universel, qui est valable pour tous les hommes. On verra la différence avec les langues qui, elles, sont particulières. Et cette universalité fait que on peut penser que la parole des hommes est liée directement à leur capacité à penser. Mais on va voir cette définition du langage plus dans le détail maintenant. Alors la définition du langage qu'il faut retenir, c'est fonction d'expression de la pensée et de communication entre les humains, utilise la parole ou l'écriture, plus généralement tout système de signes permettant la communication. Alors nous allons voir que nous allons beaucoup travailler sur le terme de signe, qui sera le point commun à tous les langages. Mais d'abord, voyons pourquoi, dans la définition du langage, on parle d'humanité. On a vu qu'elle était coextensive à l'idée d'humanité, mais pourquoi la réserver aux hommes? Voyons, par exemple, pourquoi ne pas autoriser, en quelque sorte, ou penser que les animaux ont un langage? On va prendre un exemple avec le langage des abeilles, qui est très intéressant, qui a été l'objet d'études relativement récentes. Et on a découvert effectivement que les abeilles étaient capables de communiquer. Voyons ça. Donc les abeilles sont capables de communiquer entre elles et de s'indiquer où se trouvent les sources de nourriture. Mais cependant, il ne faut pas confondre le signal qui est utilisé par le langage des abeilles et le signe. C'est Émile Benveniste qui va nous expliquer ça dans le détail. Que se passe-t-il? Quelle est la différence? Eh bien, un signal indique quelque chose qui est présent. Par exemple, le champ de fleurs ou au bout de la jetée, une fin de jetée qui pourrait nous faire sombrer dans les eaux du fleuve. Donc ça, c'est quelque chose qui est présent immédiatement. Ça signale quelque chose de présent. Tandis que le signe, comme par exemple l'alphabet, que l'on utilise pour faire des mots, eh bien lui, il est capable de nous représenter des vérités, des réalités qui ne sont pas présentes. Et ça va être très important pour notre question de la liberté. Voyons cela plus dans le détail. On a tout disparu. Alors, le contenu du signal se rapproche toujours et seulement à une donnée, la nourriture. C'est ce que nous explique Benveniste. Tandis que, c'est ce qu'on disait sur la présence, le contraste est évident avec l'illimité du contenu du langage humain. C'est-à-dire que les abeilles ne savent parler que de nourriture, en quelque sorte, tandis que nous, avec un alphabet de quelques lettres, nous sommes capables de parler indéfiniment. Notre langage est sans limite, quasiment sans limite. En tout cas, pas des limites qui soient dues aux signes. On verra qu'il a des limites, mais plus loin. Donc, on peut résumer cette idée en disant
le signal indique une situation présente, le signe indique une situation présente ou absente. Donc, qui parle de situation présente ou absente peut parler de liberté. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, le fait que je puisse parler de quelque chose qui est absent, raconter par exemple quelque chose que j'ai vu, eh bien ça me permet d'en envisager la possibilité, sans que ça soit déjà acté ou réel, ou dans la réalité. Ça me permet d'agir en conséquence et ça me permet de faire des choix. Si je n'étais pas capable de prévoir l'avenir, comment pourrais-je faire des choix? Et qui dit choix dit liberté. D'ailleurs, voilà une définition du signe. Le signe, c'est une chose qui indique l'existence d'une chose absente ou présente. Alors, la chose présente, c'est le danger au bout du quai, mais les choses absentes, comme on voit dans ces signes, signalisation, c'est par exemple le verglas, qui ne sera pas nécessairement présent, mais qui peut l'être, et on me demande donc on m'avertit de décider de ma conduite à suivre, c'est le cas de dire, en fonction du fait qu'il peut y avoir, c'est une possibilité qu'il y ait du verglas, ou c'est une possibilité qu'il y ait un piéton qui traverse. Donc là, on parle de l'avenir et de choses absentes, par lesquelles je peux donc avoir accès à un choix. Résumons-nous. Donc le langage humain, parce qu'il est capable de signaler des situations présentes, mais aussi des situations absentes, nous permet de ne pas dépendre de la réalité immédiate. En ce sens, il nous libère de la nature et du réel, immédiat. Maintenant, après avoir vu la fonction du langage, on va voir comment il fonctionne. Et comment le langage est capable de maîtriser le réel et de nous en libérer. Et cela, nous allons le voir grâce à Émile Benveniste, toujours, qui nous dit: le langage représente la forme la plus haute inhérente à la condition humaine, la faculté de symboliser. C'est le mot symboliser qui va nous intéresser, l'idée de symboliser. Entendons par là la faculté de représenter le réel par un signe et de comprendre le signe comme représentant le réel. Donc d'établir un rapport de signification entre quelque chose et quelque chose d'autre. Bon, voilà une définition de la fonction, la capacité de symboliser du réel que nous allons voir dans le détail, ça le mérite. Donc symboliser, qu'est-ce que c'est? C'est partir du réel et représenter ce réel par un signe. Mais c'est aussi dans le sens inverse, partir du signe et savoir que ce signe représente le réel. Ici le zèbre. C'est ce que vient de nous dire Émile Benveniste. Donc le signe, dans un sens ou dans l'autre, que je le prends dans un sens ou dans l'autre, ça permet d'avoir une représentation du réel, donc d'établir un rapport de signification entre quelque chose et quelque chose d'autre. C'est cela, symboliser. Symboliser, entendons par là la faculté de représenter le réel par un signe et de comprendre le signe comme représentant le réel, et donc d'établir un rapport de signification entre quelque chose et quelque chose d'autre. Donc j'ai le réel d'un côté et le signe qui le représente de l'autre. Voyons plus dans le détail comment cela fonctionne. Donc voilà le réel, voilà le signe. Alors depuis Saussure, le réel est, il faut le savoir en termes de vocabulaire, est considéré comme un signifié. C'est ce dont on parle, tout simplement. C'est plus large en fait que de simplement parler du réel ou de la nature. Et signifiant, c'est ce qui sert de signe au signifié. C'est ce qui signifie un signifié. C'est-à-dire ce qui transporte en quelque sorte dans le langage la réalité. Alors voyons plus dans le détail comment cette fonction de la symbolisation fonctionne. Donc on a le signifiant ours et le signifié réel, l'ours. Donc ce qui nous permet de connaître, de définir le signe comme un élément du langage associant un signifié à un signifiant,
Les mots sont des signes. Et Saussure même explique, la langue est un système de signes exprimant des idées. Voilà une définition très large. Alors, on pourrait peut-être dire la langue ou le langage. Nous y reviendrons. Mais le problème qui va se poser très rapidement, c'est que j'ai toujours le même signifiant pour des signifiés différents. Alors c'est un problème et à la fois en même temps une solution, parce que sans cela, je serais obligé d'inventer un mot à chaque chose. Or évidemment, la communication ou même le langage en général en deviendrait impossible. Donc il faut que j'arrive à associer à plusieurs signifiés un seul signifiant. Alors comment ça se passe dans le détail, quand on y pense, quand on y prête attention, dans le fond, même si ça peut nous paraître relativement évident, mais ça le mérite. C'est intéressant, et on verra pourquoi philosophiquement, de savoir comment les choses se passent. Donc j'ai plusieurs ours, donc plusieurs signifiés. Ce que je vais faire, c'est que je vais abstraire un certain nombre de qualités ou d'attributs de ces ours pour en faire les schématiser. Voilà, en disant, on va voir la définition tout à l'heure. Donc je schématise ce qu'il y a de commun à tous les ours, de manière à ce que quand je parlerai d'ours, eh bien, je saurai que j'ai affaire à, en quelque sorte, un ours universel, un ours qui vaut tous les autres ours, et j'aurai à ce moment-là un seul signifiant, un seul signifié pour un seul signifiant. Ce qui me permettra de comprendre qu'à chaque fois qu'on me parlera d'un ours, je saurai de quoi on me parle en général. Je pourrai me faire une image de cet ours, une image schématisée, mais une image tout de même. Ce qui me permet. Sans quoi, on serait encore une fois obligé de m'expliquer, ah mais c'est l'ours qui a telle couleur, que j'ai vu, etc., etc. Et ainsi indéfiniment, la nature et le réel m'échapperaient totalement parce que leur multiplicité est telle que je serais totalement perdu en essayant d'en faire le détail. Il faut donc que l'on arrive à schématiser le réel, la réalité, pour en pouvoir en parler. Bon, un autre exemple, quand je vois ça, évidemment, je vais à chaque fois pouvoir dire qu'il s'agit de cercles, parce que j'aurais retenu tout simplement la forme commune à tous ces cercles. On peut même dire que le cercle idéal, le signifiant cercle, n'a pas d'existence réelle, il est simplement la forme la plus générale possible de l'idée de cercle. C'est ce qui fait que quand on me parle de cercle, tout de suite je sais de quoi on parle. Et je peux même à ce moment-là définir le cercle comme ce qui est constitué de l'ensemble des points situés à égale distance d'un même point appelé O. Voilà, donc j'ai même une définition, proposition qui met en relation, sachant qu'une proposition, c'est une définition, pardon, c'est une proposition qui met en relation un être avec un ensemble d'attributs qui détermine ses caractères essentiels. Donc on arrive à saisir l'essence d'une chose. Nous reviendrons sur ce vocabulaire de l'essence. Mais retenons que l'on arrive à schématiser le réel pour s'en faire une idée qui, chaque fois que j'utiliserai le mot qui va avec cette idée, me permettra de comprendre de quoi je parle, tout simplement, sans me perdre dans les détails. La définition, c'est là est son rôle. Et il suffirait que je vous parle de carré pour que immédiatement vous voyez un carré sans vous nécessairement avoir besoin de savoir s'il est de telle ou telle couleur ou de telle ou telle taille. Vous avez tout de suite l'idée du carré. C'est cette idée que nous allons échanger grâce au langage ou par le langage. Donc j'arrive à cette idée que j'obtiens par le langage est fait de signes qui me permettent de comprendre, sans quoi je n'arriverai pas à comprendre, encore une fois, la réalité, et qui dit comprendre, dit savoir, qui dit savoir, dit maîtrise. Plus je maîtriserai, plus j'aurai un vocabulaire précis, et plus je serai capable de nommer les choses, plus je saurai les maîtriser.
D'ailleurs, Dieu a dit dans la Genèse à Adam, la première chose pratiquement qu'il lui est dite de faire, c'est de nommer les choses. Puisqu'à partir du moment où vous pouvez les nommer, il pouvait les maîtriser et en devenir maître et possesseur, comme aurait dit Descartes. Donc, on voit bien que ce travail de la symbolisation que nous a expliqué Émile Benveniste comme étant le propre de l'homme, à la différence des animaux, ce travail de la symbolisation par abstraction, c'est un moyen de se libérer du réel en maîtrisant le réel. Donc le langage fait abstraction du réel, de ses différences, pour le désigner par des concepts et des définitions. Nous sommes ainsi libérés d'un réel incompréhensible et nous pouvons le comprendre, même en son absence, donc le maîtriser. Tout semble pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf que, peut-être, que cette maîtrise par le langage, est indispensable encore une fois, le langage est indispensable à cette maîtrise, n'est pas garantie à tout coup. Peut-être que le langage n'atteint pas la vérité à chaque fois. Et si évidemment je prétends maîtriser le réel, mais que je ne possède pas la vérité de cette réalité, si j'ai des mauvaises idées, en quelque sorte, eh bien, je n'y arriverai pas. Je ne me libérerai pas de la réalité. Donc voilà l'enjeu maintenant que nous allons étudier, c'est le rapport du langage à la vérité. Encore une fois, comme l'enjeu de du fait d'arriver à faire du langage un moyen de notre libération vis-à-vis de la réalité. Alors qu'est-ce que la vérité ? On en a déjà parlé souvent. Eh bien, si je dis que ce carré est bleu, alors je dis vrai. Si je dis que ce carré est blanc, alors je dis bleu, pardon, alors je dis faux, puisqu'il est blanc. Ce qui nous permet de nous rappeler cette définition simple de la vérité. Si je dis qu'une chose est blanche et qu'elle est blanche, en réalité, je dis vrai. Si je dis qu'une chose est blanche et qu'elle est bleue, en réalité, je dis faux. Pour paraphraser Aristote. Donc, on retrouve ici notre signifiant et notre signifié. Le signifié, c'est le carré. Le signifiant, c'est évidemment la phrase, le langage. Et tout, on comprend tout de suite que l'enjeu, ça va être d'arriver à ce que le signifié et le signifiant concordent. Que le signifiant dise ce qu'est le signifié. On peut donc dire que comprendre et maîtriser un savoir du réel suppose que le signifié et le signifiant s'accordent. Mais est-ce toujours le cas ? Alors, il faut savoir déjà, c'est une question qui a été largement posée par Platon dans Cratyle, que les mots que l'on met sur les choses, les idées que l'on obtient grâce à l'abstraction, le mot lui-même, il est arbitraire. C'est ce qu'on pourrait appeler une convention. Comme le dit Ferdinand de Saussure, le lien unifiant le signifié et le signifiant est arbitraire, à preuve l'existence de langues différentes. Ferdinand de Saussure, cours de linguistique générale. Alors, les cours de linguistique générale, c'est son ouvrage principal, qui est issu d'ailleurs de cours qu'il a donnés, tout simplement, à l'université, et des notes qui ont été prises par ses élèves, essentiellement. Donc, il faut que... On voit bien, donc, à ce moment-là, que on va appeler ce que nous, en français, nous appelons ours, tantôt bir ou tantôt osso. Ce qui nous pose évidemment un problème, puisque j'ai dit que ça devait correspondre, et voilà que j'ai trop de signifiants en quelque sorte. Tout à l'heure j'avais trop de signifiés, maintenant j'ai trop de signifiants. Pour un seul signifié. Alors, traditionnellement, pour illustrer cette difficulté, on parle de la tour de Babel. En effet, la tour de Babel, c'est, selon la Bible, l'histoire du fait que les hommes avaient construit une tour. Ils s'entendaient très bien, ils utilisaient tous la même langue, et grâce à ça,
comme ils se comprenaient très bien et qui se disaient la vérité, si je puis dire, eh bien, ils ont réussi à construire une tour qui commençait à monter pratiquement jusqu'aux cieux. Ce qui a déplu à Dieu, qui a dit, ils vont bientôt se croire aussi puissants ou se penser aussi puissants que moi, et il a mélangé leur langue, si bien que depuis, bien nous ne parlons pas tous la même langue. Et évidemment, ça nous pose des problèmes quotidiens et généraux, enfin pas quotidiens, mais il suffit d'aller à l'étranger pour se poser la question de la langue. Et ces difficultés qu'elle met à nous permettre d'utiliser le langage. Voilà d'ailleurs la définition de la langue, pour être précis, système de communication et d'expression propre à un groupe social. Donc c'est échappé très vite, mais vous avez compris. Donc une langue, c'est le français, l'espagnol, le russe, etc. Voilà une première difficulté. L'autre difficulté, qui peut être surmontée relativement facilement, puisque il est toujours possible de traduire les langues. Une autre difficulté qu'on peut rencontrer, on avait dit tout à l'heure que la solution miracle, en quelque sorte, c'était la définition d'une chose grâce à sa schématisation. Je schématise une chose et je la définis. À partir de ce moment-là, je sais, quand j'en parle, je sais de quoi je parle. L'ours est un mammifère carnivore de grande taille, au pelage épais, aux membres armés de griffes, au museau allongé. Ces caractéristiques, ces caractères sont valables pour tous les ours. Ça me permet de les définir. Sauf que, alors voilà un qui ne correspond pas du tout. En tout cas, il n'a pas des griffes bien épaisses, parce que l'ours est aussi un jouet d'enfant ayant l'apparence d'un ourson. Donc même les définitions posent problème. Il faudra, même quand elles sont aussi précises que ça, hein, elles ont réussi à abstraire de la réalité les points communs, définir quelque chose, et en même temps, ces définitions peuvent être ce qu'on appelle équivoques. Donc il faudra, un petit peu comme tout à l'heure on avait recours au dictionnaire, cette fois-ci avoir recours au contexte du mot pour comprendre de quoi on parle. Si je dis mon enfant embrasse tous les soirs son ours, je me doute bien qu'il s'agit plus d'un ours en peluche que d'un ours à poil. Donc une équivocité du langage qu'on ne peut pas éviter, qu'on ne peut pas ignorer, est équivoque, ce qui est susceptible de s'expliquer de plusieurs façons, d'avoir plusieurs significations, d'être de plusieurs façons. Alors, on voit bien que équi et vocité c'est la voix, plusieurs voix en quelque sorte. Alors Aristote, lui, dit tout simplement, la solution c'est qu'il y a univocité, c'est-à-dire l'inverse de l'équivocité, quand un seul terme est utilisé par ce qui est exprimé par une seule définition. Alors effectivement, il pense que les définitions peuvent nous apporter une solution, puisqu'il suffira d'être suffisamment précis dans la définition pour arriver à éviter ces équivocités. Et à ce moment-là, on arrivera à l'univocité qui est susceptible que d'une seule interprétation. Donc, deux nouveaux problèmes du langage, il peut être équivoque, et il faudra un certain nombre de précautions pour éviter cette équivocité, même si ces précautions ont des limites. Mais je n'en parlerai pas tout de suite. Aristote soulève un autre problème. Donc, après le problème de la langue, après le problème de l'équivocité, il pose le problème de la phrase. Il dit, dans le fond, le mot, on pourra peut-être toujours arriver à le comprendre. La phrase va être encore plus compliquée. Parce que pourquoi ? Parce que la phrase, elle va dire non seulement un mot, mais elle va affirmer en même temps son existence. Et prendre le risque, en quelque sorte, de dire que les choses existent alors qu'elles n'existent pas. On va rentrer dans le détail. La phrase, c'est un système qui permet de prédiquer. Alors comment fait-on pour prédiquer ? À un sujet, on ajoute un verbe et un complément. Prédiquer, c'est donner un prédicat à un sujet. Alors voilà tout simplement un exemple. Voilà un cercle, ça c'est le sujet, le verbe, et on remarquera que ce verbe, dans une phrase, le verbe être peut plus ou moins, selon Aristote, peut toujours remplacer le verbe qui permet de prédiquer.
et le prédicat, donc. Exemple, voilà, sujet et bleu. Voilà qui est très simple, voilà, voilà une chose que l'on utilise tous les jours. Le sujet et prédicat. Mais évidemment, le risque, c'est que je ne donne pas le bon prédicat au sujet. Par exemple, j'utilise le prédicat blanc. À ce moment-là, je me trompe. Donc, en affirmant qu'une chose existe ou n'existe pas, je prends le risque de me tromper, puisque à ce moment-là, la réalité, en quelque sorte, va venir me contredire, en me disant, tu dis que ça existe, mais en réalité, ça n'existe pas. Alors, une réalité très large, il faudrait rentrer en détail, mais enfin, c'est l'idée générale. Donc, je ne maîtrise le réel que si je le connais. Je ne le connais que si j'en ai compris la vérité. Le langage dit cette vérité, mais doit respecter certaines règles, univocité, prédicat juste. Alors, parce que le langage me permet de penser le réel, il me permet de le maîtriser. Au moins en partie. Même si cette maîtrise, on l'a compris, ne sera jamais totale. Et encore une fois, cette maîtrise met en jeu notre capacité de nous libérer des contraintes naturelles